Alors, juste quelques mots pour vous rappeler ce qu'est le projet Aroma, l'acronyme du projet Aroma, donc approvisionnement régional organisé pour une meilleure alimentation. Donc, le projet Aroma, il a pour objectif d'améliorer l'approvisionnement de la restauration hors domicile en denrées de qualité et de proximité. Donc, c'est un projet Interreg et qui est soutenu par les fonds FEDER. Donc, notre mission, c'est de favoriser cet approvisionnement. Et nous avons 4 valeurs importantes qui est d'augmenter l'accessibilité de ces produits de qualité et de proximité avec une plus juste redistribution de la valeur ajoutée, hein, notamment auprès des producteurs. Donc, nos actions, donc nous avons mis en place un certain nombre d'actions, des ressources qui sont différentes ressources, des études, des cartes que vous pouvez trouver sur le site internet. Allô? Oui. Et nous sommes actuellement en cours de mise en place d'une expérimentation avec la plateforme Paysans Bio-Lorrain et 7 producteurs. Donc, nous livrons à des acheteurs sur les différents versants du projet, donc l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et puis bien sûr le Grand Est. Et nous allons, mais Jacques en dira quelques mots, puisque nous sommes un peu dans la dernière phase de notre projet, avec la mise en place d'un organisme transfrontalier. Ici, vous voyez les logos des 23 partenaires qui participent à ce projet. Donc, je ne vais pas les citer tous, mais je vais en citer un, puisque c'est le département 54 en la personne de Sophie Lewandowski qui pilote ce projet. Et Sophie interviendra aujourd'hui pour faire une synthèse des différents webinaires, différents rendez-vous numériques que nous avons eus, puisque nous sommes aujourd'hui au 5e rendez-vous numérique. Nous en avons eu 5, en gros un par mois, sur les impacts environnement socio-économique. Le deuxième portait sur les marchés publics et comment on peut acheter responsable en utilisant les marchés publics. Le troisième visait à identifier les différents labels de qualité, parce qu'il y a beaucoup de labels de qualité, et puis notamment les produits de terroir de la grande région. Et le dernier portait sur les questions de logistique. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc, c'est notre dernier, c'est comment vendre à la restauration hors domicile, quelles sont les règles à connaître. Donc, Yves Leroux, professeur à l'ENSAIA et partenaire Aroma, donc, va animer cette table ronde avec les différents partenaires Aroma. Et Yves, je te passe la parole. Merci Corinne. Donc bonjour à tous. Donc on est sur le dernier webinaire et donc nous aurons des présentations qui seront réalisées par les partenaires d'Aroma. Alors la première présentation sera réalisée par Erika Tetamanti qui est chargée de mission à l'IFAS, qui nous présentera l'offre agricole et la demande de la restauration collective en grande région. C'est un travail très récent réalisé par l'IFAS. Dans un deuxième temps, Ariane Fragnon, qui est doctorante en sociologie de l'alimentation à l'Université du Luxembourg, et Christophe Trausch, qui est chargé de mission au Centre for Ecological Learning du Luxembourg, nous présenteront le wiki. En effet, dans le cadre d'Aroma, un wiki a été développé. Nous vous raconterons un peu son historique et surtout, il sera présenté, ce wiki, et c'est un outil d'aide à la commande pour l'acheteur, mais aussi pour le vendeur. Dans un troisième temps, Ariane Fragnon travaillera et vous présentera des éléments sur les spécificités transfrontalières sur les coûts de production et le pouvoir d'achat, parce que vous comprenez bien qu'entre les 4 versants, on n'est pas tout à fait sur les mêmes démarches. Dans un quatrième temps, Sophie Lewandowski, qui est la chef de projet Aroma du conseil départemental 54, nous présentera une synthèse un petit peu des différents webinaires et en particulier s'attachera à réfléchir aux conditions de réalisation pour un système alimentaire durable et de proximité en grande région, en prenant comme exemple la restauration collective. Et enfin, dans un dernier point, Jacques Mansuy, chargé de mission Aroma, nous présentera le futur organisme transfrontalier, l'attendu
organisme et on attend de vos questions au travers du chat pour l'ensemble des présentations. Je vais donc laisser la parole à Erika Tetamanti pour nous présenter l'offre agricole et la demande de la restauration collective en grande région. À toi, Erika. Ja, danke Yves und guten Tag auf meiner Seite. Merci Yves. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Je vais partager mon écran. Ist alles gut zu sehen? Est-ce que vous voyez ma présentation? Perfekt. Also, Très bien. wie Yves genannt hat, werde ich Comme über das Yves vient de le dire, je vais parler de l'offre agricole et de la demande alimentaire en restauration collective dans la grande région. Je vais commencer par une étude quantitative. Je vais présenter l'offre et la demande, faire un état des lieux, présenter l'état des lieux que nous avons réalisé pendant le projet. J'ai présenté les cartes SIG et faire une conclusion. Voilà, je vais présenter l'étude concernant la méthodologie. En ce qui concerne l'offre, cette étude se base sur la production agricole et animalière dans les 3 versants de la grande région. Il s'agit notamment de données statistiques. S'agissant de la demande, les calculs se basent sur les recommandations alimentaires dans les différents pays formant la grande région. Et les points en grammes ont été multipliés par les nombres de repas en restauration collective. La demande concernant des produits spécifiques ou des repas consommés a été établie de cette façon-là. L'offre et la demande ont pu être comparées ainsi. Cet état des lieux, cette étude et les fiches se trouvent sur le site web d'Aroma. Les cartes SIG, établies sur base de l'étude, se présentent comme ceci. Nous avons coopéré avec des partenaires de la grande région et plusieurs couches interactives ont été créées. Vous pourrez jouer et expérimenter les différentes possibilités sur le site. À gauche, vous voyez une comparaison entre l'offre et la demande en produits locaux. Nous avons créé un diagramme, comme ici à droite, qui reprend la composition de sous-catégories. Avec le département 54 en France, nous avons créé d'autres cartes sur base de l'état des lieux. Et ceux-ci sont un peu plus intuitifs et destinés à une plus grande distribution. On analyse la demande en catégorie de produits par 100 000 habitants. La composition du panier de fruits, par exemple, avec la demande d'un côté, l'offre de l'autre. Ce ne sont que quelques exemples. On mettra à disposition toutes les cartes dans une phase ultérieure. La conclusion. La comparaison entre l'offre et la demande nous a permis d'établir le niveau d'autosuffisance de la grande région. Et vous verrez les chiffres dans le tableau. Ce tableau
se base sur un scénario d'une demande à 100%, ce qui veut dire que la demande serait couverte à 100% par des produits locaux de la grande région. Mais dans l'étude, nous sommes également partis de 2 autres hypothèses, donc de 2 autres pourcentages. Ici, et c'est représenté d'une façon un peu plus claire, les résultats de l'étude. Nous avons distingué 3 catégories de produits ou de denrées alimentaires: volaille, viande, tomates. Ce sont les produits pour lesquels nous avons constaté un grand déficit dans toute la grande région. Cela veut dire qu'il faut importer ces produits de l'extérieur de la grande région. Il y a des produits comme le lait, les œufs, les pommes de terre, la viande porcine, produits pour lesquels l'offre agricole est suffisante dans les différents pays de la grande région, ce qui veut dire que l'approvisionnement en restauration collective par des produits locaux peut se faire sans faire appel à un approvisionnement transfrontalier ou transnational. Et puis, il y a une 3e catégorie qui est intéressante pour notre projet Aroma, s'agissant de poires, de carottes ou de viande bovine, produits pour lesquels nous avons constaté une certaine complémentarité. Les déficits d'approvisionnement dans des sous-parties de la grande région peuvent être comblés par une approche transfrontalière. Je souhaite souligner que l'étude poursuit une approche théorique et purement quantitative. Nous ne parlons pas de la faisabilité, de la transformation de certains produits ou des logiques de filière. Alors, la conclusion principale à l'issue de cette étude est que, sauf pour la tomate et la viande, la faible part de produits de la grande région retrouvée en restauration collective n'est pas du tout due à une absence de production ou de récolte. Il y a assez de récoltes et assez de produits. Au cours de l'étude, nous avons essayé d'identifier les facteurs, les causes. D'une part, nous avons constaté que l'organisation du secteur agricole et alimentaire est inadaptée. Les secteurs sont orientés plutôt vers des marchés nationaux ou internationaux, ce qui fait que les marchés locaux, les marchés de proximité ne font pas du tout partie de leur stratégie. Pire encore, il y a une mauvaise adaptation entre l'offre et la demande. La restauration collective ou la restauration hors foyer est une branche à part et a besoin de produits transformés et en grande quantité. Dans la plupart des cas, les restaurants collectifs, cantines et autres n'ont pas la capacité de transformer des denrées alimentaires, c'est-à-dire éplucher, nettoyer, couper des légumes. Les acteurs régionaux, les exploitations agricoles, quant à elles, n'ont pas cette capacité non plus. Ce qui fait que les cantines doivent s'approvisionner par des grossistes qui n'accordent pas nécessairement beaucoup d'importance au développement durable ou à la question de la proximité. Et la question que nous sommes posées dans le cadre d'Aroma est de savoir ce que nous pouvons faire au vu de ces conditions
il faudrait essayer de développer des outils industriels, des capacités de transformation de denrées alimentaires durables pour permettre une utilisation en restauration collective des produits agricoles du terroir sur place. La compatibilité avec les besoins de la restauration collective concernant la quantité ou le degré de transformation n'empêche que certaines conditions de production pourraient être mises en question. La qualité est importante, la proximité, la transparence, le partage de la valeur ajoutée par tous les acteurs et l'accessibilité des produits alimentaires pour un grand nombre de personnes. Tous ces aspects sont des leviers potentiels pour rendre les conditions de production plus durables. Voilà, ceci termine ma présentation et je suis tout à fait disposée à répondre à vos questions. Merci Erika pour cette brillante démonstration de ce qui se passe sur les 4 versants. En fait, on s'aperçoit qu'on a de multiples challenges à régler, des problèmes d'adéquation offre-demande, d'organisation de filières, de transformation. Et comme on l'a déjà dit, en fait, il nous semble que sur les 4 versions, la production au service de l'hyperlocal, c'est-à-dire les marchés, le gré à gré, sont des éléments qui sont déjà organisés. Les grandes filières sont elles-mêmes organisées, mais il nous manque ce maillon intermédiaire qui permet de répondre à une proximité à géométrie variable en fonction des objectifs. Et donc moi, j'aurais bien une question à poser, Erika, par rapport aux outils de transformation aujourd'hui. Est-ce qu'on a, nous, dans Aroma, travaillé spécifiquement sur cette question ou on a encore à remettre une étude spécifique sur les outils de transformation? Est-ce que ça faisait partie de notre périmètre? Pour que les choses soient claires avec les gens qui nous écoutent. Ja, danke der Frage. Ja, da braucht man auf jeden Fall noch. Oui, merci pour la question. Là, on a encore besoin de plus d'études et de recherches pour identifier les ateliers qui entrent en ligne de compte ou des acteurs régionaux qui peuvent être intégrés dans notre réseau pour en faire des ateliers communs pour la transformation de produits alimentaires. Et en tout cas, il est important, sinon, de trouver d'autres formes de transformation comme par exemple des petites entreprises régionales ou des petites entreprises agricoles de la région qui peuvent composer des produits et qui peuvent transformer ensemble des produits pour qu'ils puissent vendre à la restauration collective. Autre question, Erika, tu as insisté pour dire que la restauration collective était un marché particulier. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu dis par pourquoi la restauration collective doit être abordée de manière spécifique par l'ensemble des acteurs? Oui, donc la restauration collective se distingue du consommateur et de la consommatrice finale par ses besoins spécifiques. Par exemple, en ce qui concerne les quantités, à savoir la restauration collective, les cantines ont besoin de certaines quantités de produits qui ne peuvent pas être couverts par des acteurs locaux. Ce qui veut dire en d'autres termes que nous avons besoin d'unir les forces et d'autre part, je l'ai déjà dit, les quantités
cantines, tout ce qui est restauration collective, ont besoin de produits déjà transformés. Ils ne peuvent pas transformer et travailler eux-mêmes les produits crus ou bruts. Et donc, c'est des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut vendre à la restauration collective. En outre, il y a des appels d'offres auprès de beaucoup d'acteurs publics qui doivent évidemment respecter certaines règles d'appel d'offres en ce qui concerne également les cahiers de charges qui partiellement sont assez compliqués, ce qui signifie que les exploitations agricoles qui souhaitent vendre à ces restaurations collectives doivent bien comprendre et intégrer les règles de ce secteur, ce qui n'est pas encore le cas. Là, on a encore besoin d'une professionnalisation des exploitations agricoles pour atteindre cet objectif. Merci Erika, j'insistais parce que je sais que nous sommes écoutés par un certain nombre d'acheteurs, en tout cas sur le versant français. Je salue Monsieur Fabreau du CHU de Nancy, qui, je le sais, essaye très fortement d'acheter en produit local pour alimenter les quelques milliers de repas par jour du CHU de Nancy-Brabois. Et c'est pas facile tous les jours. Et j'espère qu'on arrivera à avancer sur cette question justement en réfléchissant à ce qui vient d'être dit par Erika, la structuration de la demande, la structuration de l'offre et des outils industriels qui soient adaptés pour répondre à chacune des demandes. Merci, Monsieur Fabreau. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Ariane Fragnon et Christophe Troche qui vont nous parler du wiki, de cet outil d'aide à la commercialisation et à l'achat, donc au service des acheteurs et des vendeurs sur la grande région. Je laisse la parole à Ariane Fragnon. Donc là, il n'y a pas de présentation, c'est juste, je dis ça, il n'y a pas de présentation. Ariane et Christophe vont nous partager l'écran pour nous montrer le wiki. Mets ton micro, Ariane, on ne t'entend pas. Merci Corinne. Donc c'est Christophe qui va partager son écran pour montrer le wiki. Donc historiquement, voilà, déjà un wiki, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet collaboratif que nous avons mis en place au sein du projet Aroma de manière à pouvoir constituer 2 livrables qui sont un guide à l'usage des producteurs qui souhaiteraient commercialiser à la restauration collective, ainsi qu'un guide à l'usage des acheteurs qui souhaiteraient intégrer plus de produits dits de proximité et de meilleure qualité. Donc, historiquement, dans le projet, le premier guide qui a été fait, c'est le guide à destination des producteurs. Donc, voilà, j'ai travaillé sur ce guide et je me suis basée sur un guide existant qui avait été réalisé par un projet qui s'appelle le CASDAR réalisable. CASDAR, c'est un acronyme qui veut dire compte d'affectation spéciale, développement agricole et rural. Donc, c'est un type de projet spécifique en France. Donc, j'ai repris les thématiques qui se trouvaient dans ce guide-là et j'ai cherché les éléments équivalents pour les autres territoires de la grande région. Et le guide acheteur, lui, a été co-construit dans sa structure par les partenaires du projet Aroma. Et on a choisi de faire une version en ligne parce que ces documents sont évolutifs. On a voulu, voilà, c'est un site collaboratif, donc ces documents-là ne sont pas figés. Ils ont encore vocation à être enrichis jusqu'à la fin du projet.
et notamment pour avoir encore des contributions d'experts externes. Mais on prévoit une version imprimable pour la fin du projet qui sera notamment également enrichie avec les enseignements tirés de l'expérimentation. Voilà, à présent, je vais passer la parole à Christophe pour qu'il vous présente le contenu du wiki. Merci Ariane, donc bonjour à tous. J'ai malheureusement un souci technique avec la caméra, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous voyez l'écran partagé. Et voilà, normalement, vous pouvez voir l'écran et le site Wiki. Voilà. Donc, peut-être peux-tu redonner l'adresse pour nos auditeurs qui ne sont pas en ligne pour le replay, puisqu'il n'y a pas de présentation? Oui, donc comme vous voyez, il suffit de taper wiki.citoyenterritoire.fr/aroma et cela vous mènerait sur la page. Je ne vais pas parcourir tous les sites avec vous ensemble, mais plutôt vous faire un tour de découverte et vous montrer quelques fonctionnalités. Et à la suite de ce webinaire, je vous invite aussi à vous rendre sur le site et de découvrir son contenu si vous êtes intéressé. Donc, sur la structure de Wiki, l'interface du site est censée être simple et lisible. On a d'abord la barre de menu qui est composée de 6 parties. Donc, on a l'accueil, les portails thématiques, les guides producteurs, les guides restocaux, les spécificités transfrontalières et un dernier onglet pour réagir ou laisser des commentaires. Donc, sur la page d'accueil, vous trouverez une brève description du projet Aroma. Si vous avez déjà participé à l'un ou l'autre webinaire, vous savez un peu de quoi il s'agit. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler les objectifs du projet ici. Par contre, ce qui est intéressant pour l'occasion de ces webinaires, ce sont les pages qui suivent. Et commençons déjà avec l'index. Donc, en fait, l'index ici contient une liste de termes et de mots-clés qui renvoient vers leur mention sur le site. Donc, il est interactif. Si je clique sur le terme, il me renvoie vers la page correspondante. Voilà. Mais cependant, l'index n'est pas classé alphabétiquement, mais plutôt par thématique, ce qui nous a semblé plus pertinent pour le wiki. Et aussi, à noter que l'index a été classé en 9 catégories qui sont relatives à la vente, l'approvisionnement, le transport, bref, toutes les thématiques importantes qui concernent l'approvisionnement en RHD. Voilà, et par la suite, on verra le portail, la page du portail thématique. Et là, on a un glossaire qui justement reprend les définitions indispensables à la compréhension de l'approvisionnement en restauration collectif ou en RHD. Et ce glossaire aussi, comme vous le voyez ici, structuré par thématique. À droite, vous avez la table des matières, qui est aussi interactive. Donc, si vous cliquez sur une rubrique du sommaire, vous allez directement être réorienté vers l'information que vous recherchez. Par exemple, si vous voulez savoir plus sur les signes de qualité, il suffit de cliquer sur le terme et vous serez renvoyé vers la définition. Et à gauche, de nouveau, vous avez l'index, mais cette fois-ci sous forme de sommaire. Juste une note sur l'objectif du glossaire. Justement, le glossaire, il sert à préciser des notions qui doivent être bien comprises par les partenaires d'Aroma, mais ainsi que par les personnes extérieures au projet. Et ces définitions sont et seront par ailleurs mises en perspective avec les objectifs du projet. Par exemple, au sein du projet Aroma, nous privilégions la notion de produit de proximité parce que justement, la définition du terme local, elle est sujette à bien des interprétations. Et donc, le principe de la proximité ici consiste à privilégier d'abord les productions au plus proche et en fait que la distance de l'approvisionnement s'accroît seulement selon la disponibilité du produit par cercle concentrique. Cela nous donne donc une définition à géométrie variable de la proximité selon le produit et sa disponibilité. Voilà. Je vous laisse découvrir tout cela à la suite du webinaire si vous voulez. On va regarder le guide producteur. Et justement, comme Ariane vient de le dire, l'équipe des partenaires du projet Aroma a décidé de travailler sur un guide à destination des producteurs. Et justement, ce guide contient tout ce qui est à savoir pour approvisionner la restauration
hors domicile dans les 4 pays concernés par le projet Aroma. Et pour chaque sujet, l'objectif premier est donc de donner disons des références réglementaires et aussi les contacts de personnes compétentes qui pourraient renseigner les producteurs à un niveau de détail plus avancé. Et si nécessaire, quelques notions de base sont énoncées. Et parmi les sujets traités dans ce guide figurent notamment les problématiques sanitaires, fiscales et de transport. Prenons par exemple la réglementation sanitaire qui s'applique sur la vente, à la vente, à la RHT, et qui peut quand même, disons, constituer un sujet lourd et opaque. Parce que déjà, comme vous le savez sûrement, la législation européenne s'impose aux États membres. C'est l'Union européenne qui fixe les règles en matière de traçabilité. Mais si certaines obligations sont unifiées et harmonisées au niveau européen par des règlements, c'est à charge pour les pays de transposer ces normes européennes dans leurs droits et de les faire respecter. Et en effet, les statuts sanitaires et les dispositifs d'hygiène peuvent être complétés par des réglementations, ou par des règlements d'application nationaux. Ce qui fait que les obligations et l'organisation des contrôles officiels peuvent varier beaucoup entre les pays de la grande région. Et je prends un site. Voilà. Et en France, par exemple, 2 organismes sont chargés de contrôler les acteurs de la chaîne alimentaire. Il y a d'une part la Direction générale de l'alimentation, qui dépend du ministère de l'Agriculture, et d'autre part la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Tandis qu'au Luxembourg, c'est la division de la sécurité alimentaire qui justement est sous la tutelle du ministère de la Santé. Donc juste pour vous montrer que ce volet du wiki donne donc une vue générale sur les réglementations en vigueur et sur quelques spécificités dans les pays de la grande région. Donc si vous voulez savoir dans quel cas une activité est soumise à un enregistrement, une autorisation ou une déclaration, nous avons indiqué des ressources et des documents si vous souhaitez aller plus loin. Et juste une parenthèse, j'ai parlé des spécificités ou les particularités transfrontalières. Ces particularités seront abordées plus tard avec Ariane. Encore un mot sur l'étiquetage. En fait, en 2011, de nouvelles règles européennes ont été mises en place pour l'étiquetage des denrées alimentaires. Et cette réglementation a pour mot d'ordre la transparence, parce que justement, elle formalise la manière d'étiqueter les produits alimentaires. Ces règles s'appliquent donc aux exploitants du secteur alimentaire, et ce, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, ainsi qu'à toutes les denrées alimentaires qui sont soit destinées au consommateur final, dont sont inclus les denrées alimentaires qui sont livrées à des collectivités ou servies par ces dernières. Et cependant, selon le conditionnement et le mode de commercialisation, différentes informations doivent être transmises au consommateur final. Et à noter que de nombreuses prescriptions ne concernent par exemple que les produits pré-emballés. Ces produits doivent donc contenir des mentions telles que la liste des ingrédients, le pays d'origine et la déclaration nutritionnelle, pour ne citer que quelques-unes. Pour la vente en vrac, par exemple, il suffit de mettre les ingrédients qui provoquent des allergies ou des intolérances. Donc, en somme, pour concevoir les étiquettes, il faut donc respecter une série d'indications et connaître les mentions obligatoires qui doivent figurer sur l'emballage. Et d'où l'intérêt justement d'avoir abordé cette thématique dans le wiki afin de pouvoir donner des références et de centraliser les informations. Abordons encore le guide acheteur ou le guide Restco. Ce guide aussi, il s'adresse à tous les opérateurs et professionnels, qu'ils travaillent en restauration publique ou privée, en restauration collective ou commerciale, de tout niveau qualitatif et de toute taille. Et comme je disais, notre ambition est vraiment de centraliser et de diffuser les informations afin d'aider tous les professionnels et tous les opérateurs de la RHT à mieux connaître, mieux acheter et mieux utiliser les produits de proximité. Et prenons par exemple la page sur les marchés publics, qu'on a nommé « Acheter au plus proche ». Et donc, dans l'arbre en sens, vous cliquez ici. Et en tant qu'acheteur public,
les cuisines doivent respecter les règles du marché public à partir d'un certain seuil, comme vous le savez sûrement. Et la procédure est déjà plus ou moins complexe en fonction de la valeur estimée et de l'objet du marché. Mais alors, quelles sont alors les différences de fonctionnement lorsqu'on veut travailler avec les produits de proximité? Ou disons, quelles sont les démarches qu'il faut respecter? Déjà, favoriser les produits de proximité et de qualité dans son marché n'est pas toujours évident ou facile, car pour favoriser la libre concurrence, la législation européenne interdit de mentionner l'origine du produit, c'est-à-dire on ne peut donc pas mentionner que l'on veut dans son marché des fruits du producteur voisin, par exemple. Et encore, les marchés ne sont pas toujours adaptés aux producteurs de proximité. Alors, que faire pour favoriser l'entrée de produits de proximité dans son marché? Parce qu'on ne peut pas mettre local dans un marché public, mais on peut jouer, par exemple, sur ce qu'ils appellent l'allotissement. L'allotissement consiste en fait à séparer les produits au sein d'une même famille, suivant des critères qui leur sont propres. Donc, un exemple d'allotissement consiste par exemple à définir un marché alimentaire qui se compose de produits laitiers. Et dans ce groupe de produits laitiers, on peut désigner un lot au fromage et un autre lot à la crèmerie et le lait, par exemple. Et plus un lot est fin, plus la demande est ciblée et plus il est simple pour le fournisseur d'y répondre. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et puis, ce qu'on a mis aussi, d'autre part, on peut jouer sur le cahier de charge ou adapter le cahier de charge, disons. Parce que dans le cahier de charge, des conditions d'exécution, ou dites des clauses, peuvent être imposées par l'acheteur et doivent être respectées lors de la réponse. Et on a mis des exemples de clauses autorisées, par exemple. Il y a la clause environnementale ou bien la clause sociale. Et d'autre part, il y a les critères. Et en ce qui concerne les critères, un acheteur peut par exemple exiger le respect de la fraîcheur et de la maturité des produits, ou bien de souligner la valeur environnementale liée au marché. Voilà donc juste quelques éléments à prendre en compte pour acheter en proximité. Et je vous laisse découvrir ça plus en détail après le webinaire, si vous voulez. Encore juste un mot sur la contribution. Comme évoqué tout à l'heure, le Wiki, c'est un site collaboratif et évolutif. Et vous vous posez peut-être la question, comment je peux contribuer au site ou mettre des commentaires? C'est très simple. Dans le site, vous trouverez des encarts qui s'appellent des pattes, où justement, vous pourrez contribuer, réagir à une thématique ou bien compléter une information manquante. Et justement, le contenu de ces zones de texte, ce contenu sera alors ultérieurement consolidé par les modérateurs, donc par nous. Il suffit justement de mettre un texte. Par exemple, j'ai une question concernant, et voilà, vous voyez un peu, encore ajouter que justement, vous pouvez mettre un nom, ce qui permet de vous répertorier après et de faire la différence entre les commentaires. Voilà. Donc, juste pour conclure, le contenu du wiki est basé sur sur des informations publiques actuelles que nous considérons comme fiables et qui étaient à notre disposition au moment de la production. Mais par contre, nous ne garantissons pas qu'elles soient exhaustives et en fait, on ne peut pas assumer que le contenu peut changer entre-temps. Par ailleurs, nous soulignons aussi que plusieurs points du guide restent à compléter et à enrichir avec les contributions d'experts et des professionnels au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site et de de le découvrir et de poser des questions ou mettre des commentaires si vous le sentez. Et au final, pour conclure, donc, les informations mises à disposition doivent donc faciliter et permettre à tous, tous les opérateurs, un meilleur dialogue et une meilleure connaissance des besoins et des contraintes de chacun. Et voilà, justement, j'avais déjà énoncé les particularités transfrontalières,
Justement, je laisse la parole à ma collègue Ariane qui va vous parler un peu plus de ce sujet-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe, pour cette très bonne présentation du wiki. Donc, comme vous pouvez voir sur la page du wiki, il y a un onglet spécificité transfrontalière. Pour l'instant, quand vous cliquez sur la page, vous aurez un petit message qui vous annonce que c'est une page en construction. Donc, le contenu est en cours de constitution et de mise en forme. Donc, pour l'instant, cette page est dans l'état, mais elle devrait évoluer très prochainement. Donc, on vous invite d'autant plus à consulter le wiki de manière régulière pour voir les ajouts qui y seront faits. Donc, je vais partager mon écran à mon tour. Alors, est-ce que vous pouvez bien voir mon écran? Oui, c'est bon. Ok, très bien. J'ai encore une chose à faire. Voilà, très bien. Donc, si vous pouvez bien voir mon écran, je vais commencer. Donc, je m'appelle Ariane Fragnon, je suis doctorante en sociologie à l'Université du Luxembourg. Le projet Aroma, c'est mon sujet d'étude et dans ce cadre, je suis amenée à étudier de plus près différents aspects de la restauration collective dans la grande région. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments concernant les coûts et les prix en restauration, ainsi que les différences qui existent sur ce sujet dans la grande région. Tout d'abord, il est important de distinguer entre le coût et le prix d'un repas. Le coût d'un repas, c'est ce qu'il coûte de le produire. Cela comprend plusieurs postes de dépenses, comme l'achat de denrées alimentaires ou coûts matières, les salaires du personnel de cuisine, les charges du bâtiment comme l'eau et l'électricité, etc. L'ensemble de ces coûts est appelé coût total et le prix du repas, c'est ce que le convive ou les parents du convive, dans le cas de la restauration scolaire, payent. Le message que je veux transmettre, c'est qu'en général, le convive paye son repas moins cher que ce que ce repas a coûté à produire, car le repas est partiellement subventionné par la collectivité locale le plus souvent. Ici, vous avez un exemple de composition du coût d'un repas tiré du guide français réalisable. On peut noter que le coût matière, aussi appelé coût denrée, représente 25% du coût total, alors que le coût du personnel représente 50% du coût total. Donc, on peut aussi souligner que ces proportions peuvent varier selon qu'on est en restauration scolaire ou en restauration d'entreprise, parce que dans la restauration d'entreprise, par exemple, il y a une tendance pour que le coût denrée ou coût matière soit plus élevé. À présent, je vais vous parler de la gestion de la restauration collective scolaire en grande région. À défaut de faire un exposé approfondi sur l'organisation de la scolarité dans les 4 pays de la grande région, voici un rapide exposé de la façon dont est gérée la restauration collective scolaire en fonction de l'âge des convives. Le message à retenir ici est qu'il existe une très grande variété de gestions différentes. D'abord parce que l'on s'intéresse à 4 pays différents, mais aussi parce que les situations varient à l'intérieur d'un même pays. Au Luxembourg, de la tendre enfance jusqu'à l'entrée au lycée, la restauration collective est gérée par les communes par le biais des maisons relais qui sont des structures parascolaires. À partir du lycée,
c'est l'organisme d'État Restopolis qui gère cela. Restopolis dépend du ministère luxembourgeois de l'Éducation. En Belgique, il y a une situation particulière, c'est qu'une part importante des élèves mangent froid à midi. Les tartines sont préférées à un repas chaud. Il y a actuellement un regain d'intérêt pour les repas chauds, néanmoins, ainsi qu'un momentum politique au sujet de l'approvisionnement local. La restauration scolaire est gérée différemment selon qu'il s'agit d'une école publique ou d'une école libre. Et pour les écoles publiques, la gestion de la cantine peut être gérée par une ASBL, une association communale, comme elle peut être confiée à un prestataire à l'issue d'un appel d'offres. En Allemagne, les cantines de crèches et d'écoles peuvent être gérées par la municipalité, mais aussi par une église si c'est une école confessionnelle. Pour l'enseignement secondaire, cela varie aussi. Il peut y avoir des cafétérias, mais en fonction des heures de cours, les élèves peuvent aussi rentrer tôt de l'école et manger à la maison. Pour l'enseignement supérieur, ce sont des structures spécifiques qui gèrent, comme c'est ce qu'on appelle les Studentenwerk. Donc, ce sont des structures qui sont spécifiquement responsables pour la gestion de la restauration collective, mais aussi d'autres choses un peu similaires au Crous en France, donc qui gèrent le logement et d'autres choses encore. En France, on peut dire que l'organisation de la restauration scolaire publique est assez claire. Comme vous pouvez voir sur le tableau, les écoles maternelles et primaires sont gérées par les communes, les collèges par les départements, les lycées par les régions et les universités par ce qu'on appelle les Crous. Donc Crous, ça veut dire Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. C'est une forme juridique qui s'appelle établissement public à caractère administratif. Donc les Crous gèrent la restauration collective, mais aussi les bourses et le logement étudiant. Au contraire, les écoles privées ont toute latitude pour choisir la façon dont elles gèrent la restauration collective, donc elles peuvent le faire de manière autonome ou concédée. Maintenant que j'ai exposé l'organisation de la restauration collective scolaire, je vais vous parler du sujet de l'accessibilité des repas. C'est un sujet sur lequel la position politique a beaucoup d'influence. Certains pays ou à l'intérieur d'un même pays, certaines structures prennent le parti de rendre l'alimentation accessible en pratiquant une politique de prix intégrée. D'autres considèrent que l'accessibilité du prix des repas relève plus de la lutte contre la pauvreté. La tarification est par exemple adaptée en fonction des revenus du ménage au Luxembourg pour la restauration gérée par les maisons relais, mais aussi dans le département de Meurthe-et-Moselle en France, où le prix du repas est fonction du quotient familial. Donc, le quotient familial, c'est un quotient qui indique de quel niveau de revenu le ménage a et fixe le prix du repas en fonction de ce niveau. Il existe une autre approche de tarification. Le prix des repas est subventionné, mais c'est le même pour tous. C'est le cas avec les ASBL communales en Belgique ou bien dans l'éducation supérieure en Allemagne et au Luxembourg. Pour d'autres structures, il n'y a pas de politique tarifaire. Le prix que les parents paient représente 100% du coût total du repas,
mais il existe un fonds d'aide pour les familles en difficulté qui gère les situations au cas par cas. Enfin, plusieurs politiques peuvent être combinées, comme nous allons le voir avec le cas du département de la Meurthe-et-Moselle en France. Comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai dit à la diapositive précédente, la tarification du prix des repas est faite en fonction du quotient familial. Donc, vous pouvez voir dans le tableau que le prix du repas varie entre 50 centimes et 5 € selon les familles. Mais le département a également mis en place très récemment une politique de dotation. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, les départements sont responsables de la gestion des collèges et cela veut dire notamment qu'ils les financent via une dotation. Et la politique Ariane, il y a une coupure. Vous avez aussi une coupure? Oui, j'ai une coupure aussi. Oui. Oui, Ariane. Ariane, tu as disparu. Le son est coupé. Je pense que tu as un problème de connexion. Je pense qu'Ariane, il faudrait que tu te redéconnectes, tu te reconnectes, parce que là, on n'entend plus rien, tu es en arrêt. Je vais l'appeler. Ouais. Je vais en profiter. Christophe, tu es avec nous? Voilà, je vais en profiter pour… Donc, en fait, c'est important ce que tu as dit sur le site. On est bien sur une approche collaborative parce que là, je vois des gens qui nous écoutent. Franck Magot avec les fermiers d'ici, Monsieur Fabreau du CHU. Il nous paraît important qu'ils témoignent sur le site des éléments complémentaires qu'ils auraient à apporter ou des questionnements qu'ils auraient. Parce que j'imagine aujourd'hui qu'on pourrait avoir de la carotte wallonne avec des outils de transformation qui arriveraient en France. Mais pour ça, peut-être que les gens ont besoin d'être aidés. Donc, tu nous reprécises bien que ce site est bien collaboratif et que nous attendons des différents partenaires et des gens qui nous écoutent qu'ils complètent ou qu'ils apportent des questions sur le site. C'est tout à fait ça. Comme on a évoqué tout à l'heure, le Wiki est vraiment, voilà, comme tu dis, c'est un site collaboratif et même évolutif parce qu'il évolue dans la durée et dans le temps, justement parce que on espère vraiment que les experts ou les personnes compétentes apportent des compléments, voilà, des informations complémentaires pour que justement le Wiki devienne cette ressource qui soit accessible à tous. Voilà. Et on est bien d'accord pour dire aussi qu'éventuellement, si un certain nombre d'experts ou d'acheteurs ou de producteurs qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront en différé, s'ils ont des questions à poser, peuvent aussi les poser sur le site. Ils ne sont pas forcément là uniquement pour apporter des informations, mais peuvent aussi poser des questions. Tout à fait. Tout à fait. Le Wiki est là pour ça aussi. Ouais. Ok, c'était important de le repréciser pour que les gens… ouais. Voilà. Et je viens de voir que j'ai oublié de préciser que le Wiki il est aussi disponible en allemand. Donc, tout le site a été traduit quand même en allemand. Donc, voilà. Désolé que j'ai oublié de le préciser. C'est pas grave, la coupure a permis. Corinne, tu as des nouvelles? Oui, Ariane est en train de se reconnecter, donc s'il y a des questions, elle essaie de se reconnecter là. D'accord. Alors, moi, je peux en profiter pour quelques secondes. J'en suis à la… Je vais interpeller Monsieur Fabreau. Il est bien dans le coin? Il est dans le coin, là? Monsieur Fabreau, vous êtes bien en direct? Oui, bonjour. Ouais, bonjour Monsieur Fabreau. Comment vous percevez aujourd'hui la difficulté d'acheter en local, voire en grande région en tant qu'acheteur pour un CHU? C'est un vaste sujet. Effectivement, on retombe un petit peu sur ce qui a pu être dit tout à l'heure. Hein, c'est que, alors, il faut peut-être aussi redéfinir, suivant les structures, quel est ce qu'on appelle transformation et quel est le niveau de transformation qui est attendu par les uns et les autres. Effectivement, une des problématiques, c'est
des produits qui sont utilisables à la fois en termes de qualité et puis de volume également, oui, sur ces produits-là. Alors, je suis de retour. Merci, Monsieur Fabreau. On reprendra contact avec vous, mais vous savez qu'on est sur le coup, comme dit l'autre. Ariane, pardonnez-moi. Non, mais c'est les aléas du numérique. Hein, voilà, c'est pas encore parfait. Donc, tu étais sur la fiche du Conseil départemental 54. Tout à fait. Voilà. Est-ce que jusqu'à quel moment est-ce que vous m'avez entendu? Eh bien, à partir du moment où tu étais sur les quotients familiaux et puis les 20% d'aide et plus de son, plus d'image. D'accord, très bien. Donc, je vous avais expliqué donc, la politique de prix, donc la politique tarifaire en fonction du quotient familial, donc en fonction Tu du peux niveau... repartager ton document, Ariane? Ah oui, tout de suite. Ça devrait être le bon écran. C'est bon, vous voyez bien? C'est bon, impeccable. Super. Donc, je vous ai expliqué que le prix payé par les familles variait en fonction du niveau de revenu de ces familles, donc ce qu'on appelle en France le quotient familial, mais également qu'il y a une politique de dotation qui a été mise en place par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc, comme les départements sont responsables de la gestion des collèges, ça veut dire qu'ils les financent via une dotation. Et le choix qui a été fait, c'est de donner un budget suffisant aux collèges pour qu'ils aient au moins 2 € de coût matière ou coût denrée par personne et par repas. En augmentant le budget du coût matière, le département donne ainsi des moyens financiers au collège de s'approvisionner en produits alimentaires de meilleure qualité et de proximité. Et l'encadré à droite, concernant la subvention de 20%. Donc, c'est 20% sur les produits de proximité transfrontaliers inclus, qui sont achetés via une plateforme, donc soit les fermiers lorrains, soit paysans bio-lorrains, ou encore un groupement d'achat pour les produits dont il est fait mention de l'origine, et également les paniers transfrontaliers. Donc, cette subvention couplée avec l'initiative Panier Collège renforce l'incitation à un approvisionnement plus proche et de meilleure qualité. Enfin, voici quelques éléments supplémentaires à prendre en compte dans la grande région, tout en soulignant que mon étude n'étant pas achevée, les éléments présentés ici ne sont pas exhaustifs. L'étude continue et donc il y aura d'autres éléments qui vous seront présentés dans le futur onglet spécificité transfrontalière. Ce que nous pouvons néanmoins souligner pour le moment, c'est que le coût des denrées alimentaires au Grand-Duché du Luxembourg est plus important. Les chiffres présentés sur cette diapositive sont tirés d'un rapport de juin 2019 d'Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, sur le niveau des prix à la consommation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un surcoût. Le surcoût, il est donné par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne. Donc, il y a un surcoût par rapport à la viande qui est très important, mais aussi pour les produits laitiers et les œufs. Donc, voilà, c'est une des choses qu'on peut quand même souligner, qui est parallèle aussi avec le fait que le coût denrée est en général plus élevé que 2 € au Grand-Duché de Luxembourg, parce qu'il y a des moyens financiers un peu plus importants et parce qu'une partie de ce coût denrée est fléchée vers l'achat de produits provenant du Grand-Duché de Luxembourg. Donc, ce coût matière plus élevé sert notamment à absorber on va dire le surcoût des produits luxembourgeois.
Pour finir, voici un petit résumé des messages de cette présentation. Donc, si vous aviez quelques points à retenir, ce serait ceci. Donc, d'abord que le coût denrée est inférieur au coût total et que le coût total n'est pas forcément égal au prix facturé aux convives. Il est en général inférieur, mais il y a aussi des situations où il est égal au prix facturé. Ensuite, il y a une grande diversité de structures et d'organisations de la restauration collective entre et au sein des pays de la Grande Région. Pour cette présentation, vous avez remarqué que je me suis focalisée sur la restauration collective scolaire, mais évidemment, la restauration collective, elle est faite aussi dans les administrations, dans les structures de santé, dans les pénitenciers, dans les entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle la restauration hors domicile ou restauration hors foyer. C'est très, très vaste. Donc là, j'ai fait le choix de vous présenter un aspect de cette restauration. Ensuite, je vous ai parlé de l'accessibilité des repas, qui est un sujet très politique et qui relève donc de choix politiques, qu'elles soient tarifaires, politiques de datation, de subventions ou de fonds d'aide spécialisés ou rien de tout ça, ça peut aussi exister. Et le dernier message à emporter, c'est que le coût denrée, donc le coût, la part du coût total dédié à l'achat de denrées alimentaires pour la confection des repas, constitue un levier d'action pour un approvisionnement en produits de meilleure qualité et de proximité. Je vous remercie pour votre attention et je suis disposée à écouter vos questions si vous en avez. Merci Ariane. Alors, il y a une question dans le chat posée par Franck Magot des fermiers d'ici qui nous demande si le coût denrée, c'est pour des matières brutes ou c'est pour des matières transformées ou il n'y a pas la distinction? Est-ce que vous avez encore besoin de voir mon écran? Non, 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 c'est pas. Okay. Non, non, on peut rester comme ça. Est-ce que je veux bien que tu répètes la question. Oui, donc une question de Franck Magot des fermiers d'ici. Ah, il y a quelqu'un qui doit avoir son micro qui est ouvert là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé de répéter. Je suis un petit peu perturbée. Donc, le coût denrée tel qu'il est indiqué, est-ce que c'est un coût denrée matière première, matière transformée ou il n'y a pas de distinction? Il n'y a pas de distinction. C'est all inclusive, comme on dit. Ça veut dire que c'est tout. C'est les produits crus, c'est les produits transformés. Donc, en gros, ça sera en fonction de la capacité de la structure à transformer ou à pas transformer. Mais à la sortie, le coût matière ne devra pas excéder 2 € quand on veut mettre 2 €. C'est le coût denrée, il est aussi, voilà, c'est aussi un levier politique. Ça veut dire que en fonction des structures qui gèrent la restauration collective, voilà, on a vu le département de Meurthe-et-Moselle choisi d'agir sur la dotation des collèges pour qu'ils aient un pouvoir d'achat supérieur pour le coût matière. Mais ça dépend aussi. En Allemagne, à Saarbrück, les parents payent 100% du prix des repas. Les parents sont intégrés dans des groupes de travail lors des appels d'offres pour la prestation de restauration. Et donc, ils sont intégrés aussi pour que les personnes qui lancent l'appel d'offres aient un contact avec la réalité de ce que les parents peuvent payer. Donc, c'est un choix politique de dire, voilà, est-ce qu'on va attribuer plus ou moins d'argent pour le coût denrée, mais voilà, en dessous d'un certain seuil, mettons 1,50 €, c'est très difficile
de travailler avec des produits dits de proximité et de meilleure qualité. Alors, Catherine Quintalet, qui est chargée de mission du très haut débit alimentaire en région Grand Est, nous signale que pour les lycées de la région Grand Est en France, hein, le coût moyen des denrées était 2,40 €. Alors, avec 2,40 €, selon ce que vient de dire Ariane, il est tout à fait possible d'avoir une incitation sur des produits de proximité avec un certain nombre de qualités intégrées au produit. Hein, Ariane, sur des tarifications comme celle-ci, on est sur des coûts matières qui sont plutôt élevés pour la restauration collective. Tout à fait. 2,40 €, c'est un coût matière assez élevé par rapport à, on va dire, la moyenne française et qui permet effectivement d'avoir une marge de manœuvre pour faire des progrès en termes d'approvisionnement. Marge de manœuvre qui peut être encore augmentée en jouant sur la réduction du gaspillage alimentaire, par exemple. Donc, alors, voilà. dernière remarque dans le chat, hein, c'est Sophie Lewandowski du département 54 qui nous signale qu'en Meurthe-et-Moselle, on est sur 2 €, mais plutôt en denrées brutes cette fois-ci, parce que les cuisines des collèges sont équipées de légumeries. Et donc, ça permet effectivement à ce moment-là d'avoir des achats en brut qui forcément sont un peu moins chers que des achats en produits transformés. Je vous propose qu'on s'arrête sur cette partie-là. Je vous incite tous, que ça soit les gens qui interagissent dans le chat, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes très actifs, d'aller sur le wiki, hein, vous tapez wiki aroma. Il n'y a même pas besoin de se rappeler du reste, ça fonctionne. Hein, wiki aroma, et vous arrivez sur ce wiki de manière à nous interpeller, nous poser des questions, nous donner votre expertise, parce que comme vous l'avez vu, hein, il est déjà très difficile d'avoir un système organisé à l'intérieur d'un pays. Donc, vous imaginez que le challenge transfrontalier est encore un challenge supérieur, avec en plus, on le voit au Luxembourg, hein, des politiques d'aide qui sont nationales. Hein, donc, qu'est-ce que ça voudra dire demain d'avoir un produit luxembourgeois qui traverse la frontière? Sera-t-il aidé? Ne sera-t-il aidé? Est-ce qu'il sera encore aidé? Toutes ces questions sont sur la table. Je vous propose maintenant que nous passions à une question un peu plus générale et une espèce de synthèse qui va être proposée par Sophie Lewandowski sur les conditions de réalisation pour un système alimentaire durable et de proximité en grande région, cas de la restauration collective. Donc, Sophie va nous reprendre un petit peu les différentes hypothèses qui ont été posées dans le cadre du programme Aroma. Je te laisse la parole, Sophie. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, impeccable. Vous l'avez ? Tout bien, c'est impeccable. Donc, je m'appelle Sophie Lewandowski, je travaille au département de Meurthe-et-Moselle et j'ai le plaisir d'assurer le pilotage, de coordonner le projet Aroma, donc qui comporte effectivement, donc Corinne l'a présenté, 23 partenaires sur l'objectif de créer un organisme transfrontalier d'approvisionnement en grande région. Donc, j'ai le plaisir de faire aujourd'hui la synthèse des webinaires précédents sous un angle suivant. Donc, c'est les conditions de réalisation pour un système alimentaire durable et de proximité en grande région sur le cas de la restauration collective. Excusez-moi. Voilà. Donc, Corinne a rappelé les 5 thématiques des webinaires. On a parlé des impacts environnementaux, socio-économiques, de qu'est-ce qu'un produit de qualité. On a échangé sur les différentes formes de logistique, sur quelles sont les bonnes recettes pour rédiger un marché public, ou encore aujourd'hui, comment vendre ou acheter en restauration hors domicile en transfrontalier. Sur les 4 webinaires précédents, donc on a eu, sur les 5 webinaires, 23 personnes sont intervenues. On a eu 229 participants sur les 4 webinaires précédents. Donc, c'est un sujet qui intéresse et nous sommes très contents d'échanger avec vous puisque nous comptons sur vous pour construire la dernière étape du projet
que présentera tout à l'heure Jacques après moi. Je vous propose de présenter la synthèse en deux axes. Une première partie est consacrée plus à un état des lieux, enfin un diagnostic de l'existant sur les systèmes alimentaires. Et une deuxième partie sera consacrée plutôt aux pistes que le projet Aroma souhaite retenir de tout ce qui a été dit dans les webinaires et qui nous permettra de construire la suite. Alors, tout d'abord, sur la partie diagnostic, on peut observer en France que les trois quarts, plus des trois quarts des dépenses de produits alimentaires des ménages se font en grande et moyenne surface. Donc, moins d'un quart en gré à gré, enfin, pardon, chez les producteurs locaux ou autres. On remarque aussi, on nous a présenté les différents modes d'achat et l'évolution. En 50 ans, on remarque que la part d'achat des produits alimentaires dans le budget d'un ménage est passée de 27% à 13% seulement. Parallèlement, la part du budget des ménages dans le logement est inverse, elle est passée de 13% à 27%. Alors, quand on parle de restauration collective, de quoi parle-t-on? Alors, en grande région, on a analysé un petit peu la demande et on a observé que plus de la moitié, donc 51% des restaurants collectifs, enfin, du nombre de repas servis en restaurant collectif, sont des repas servis en restaurant d'entreprise. 21% des restaurants collectifs sont des établissements scolaires, 18% des établissements pour les personnes âgées et encore 10% correspondent aux repas délivrés par les hôpitaux. La restauration collective constitue avec la restauration commerciale la restauration hors domicile. Donc c'est une partie de la restauration hors domicile. Alors ce qu'on observe, c'est que presque toute la totalité de la filière agroalimentaire n'est pas organisée pour travailler en autonomie, au sens autosuffisance alimentaire dans les territoires, alors que les productions sont bien présentes et en quantité suffisante. Ça, c'est un constat important, c'est que 98% des aliments qu'on consomme sont importés, alors que 97% des produits qui sont produits sont exportés. Donc ça, ça pose la question de la structuration des filières et de l'accès à de la production locale. J'aimerais parler avec vous peut-être de définition, de se dire déjà, se poser la question de ce qu'est un système alimentaire avant de voir comment on pourrait s'approvisionner en proximité et en qualité. Donc un système alimentaire, c'est la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Alors, Jean-Louis Rastoin nous dit également que les systèmes alimentaires sont très nombreux et très hétérogènes dans le monde. Il y a une évolution et depuis plusieurs décennies, on a une hégémonie du système agro-industriel de production et de consommation. Ça a permis quoi? Ça a permis de réduire les coûts des aliments. Ça a permis également d'améliorer la qualité hygiénique des produits et par le fait aussi d'améliorer l'accessibilité des produits alimentaires. Par contre, on observe parallèlement que ces systèmes alimentaires génèrent un certain nombre d'externalités négatives. Ça veut dire que certains effets dans la construction du prix d'un produit n'est pas intégré tous les impacts générés par le produit et ils sont pris en compte donc par la collectivité et non pas par l'acheteur. Et donc on peut se poser la question aujourd'hui de comment faire pour aller vers un système alimentaire plus durable. Alors,
on nous a présenté Nicolas Bricasse, qui est économe en agronomie, et qui nous propose la chose suivante: pour aller vers un système alimentaire plus durable, il convient d'avoir plusieurs choses. Déjà, de se poser la question des productions agroécologiques, des productions qui n'auraient pas recours à des ressources non renouvelables, des productions qui ne réduiraient pas la biodiversité et des productions sans pollution. Deuxième chose, une sécurité alimentaire et nutritionnelle permettant un accès digne pour tous à une alimentation de qualité. Un système alimentaire durable serait également un système économique créateur d'emplois, plus inclusif et plus équitable. Le système alimentaire devrait entretenir la cohésion sociale et le respect de la diversité et de la dynamique des cultures. Il devrait restaurer la confiance dans le système et permettre la participation des citoyens à son évolution. Voilà ce que propose Nicolas Bricasse pour un système alimentaire durable. Ça rejoint les valeurs que le collectif Aroma a choisi de mettre ce sont les ingrédients indispensables à un système alimentaire durable en grande région. Pour nous, au niveau du projet Aroma, nous avons retenu 4 valeurs qu'on retrouve, qui se recoupent avec cette définition. La proximité, donc Christophe en a parlé tout à l'heure, avoir un produit disponible au plus proche géographiquement et en fonction de la saison. La qualité du produit, donc qu'est-ce qu'un produit de qualité? J'y viendrai tout à l'heure. C'est important d'avoir un produit de qualité, ce n'est pas parce qu'il est proche qu'il est de qualité, donc c'est bien une valeur complémentaire. L'accessibilité au plus grand nombre est une valeur importante pour nous, ainsi que le partage de la valeur ajoutée. Lors des webinaires, on nous a présenté une foultitude de signes de qualité, parce qu'effectivement, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'un signe de qualité? Alors, de nombreux labels, autres signes de qualité ont été développés, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être attentif à la construction de ces labels, savoir sur quel attribut ils se composent. L'alimentation génère des émissions de CO2 de manière très importante. Ça représente 1/4 des émissions de CO2 de tout ce qu'on produit, de toutes les émissions de CO2. L'alimentation représente 1/4, c'est énorme. Et donc, on serait assez tenté de se dire que le critère émission de CO2 est important pour qualifier un produit comme un produit de qualité. Or, en prenant un exemple, il faut être attentif au fait que, par exemple, pour produire un poulet de 35 jours, il va émettre moins de CO2 qu'un poulet bio qui va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour être élevé. Donc, il faut être attentif et surtout, peut-être, combiner plusieurs critères pour juger qu'un produit est de qualité ou non. Donc, c'est quand même, il faut être attentif parce que la commande publique serait tentée d'intégrer ces critères d'émissions de gaz de CO2, par exemple, dans l'achat, dans le marché public, et c'est un critère qui peut ne pas privilégier un produit de qualité un produit bio, par exemple, et qui peut ne pas privilégier un produit de proximité, puisque on a observé, on a mesuré, calculé que, par exemple, pour les émissions de CO2 de production de viande bovine, 90% des émissions sont réalisées durant la production et seulement 10% durant le transport. Donc, c'est bien la façon dont est produite la viande bovine qui importe pour les émissions de CO2, ce n'est pas le transport. Donc, ce n'est pas un critère qui va, pour la viande bovine en tout cas, privilégier un approvisionnement de proximité. Voilà, donc la difficulté, c'est qu'il y a très peu de méthodes qui sont disponibles pour les acheteurs qui couvrent l'ensemble de tous les critères pour une alimentation durable et de qualité.
Pourtant, le local, c'est devenu vraiment un moyen de répondre à une demande citoyenne de durabilité. Donc, c'est très important. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une nécessité d'utiliser une méthode pour mieux garantir l'échange entre les producteurs et les acheteurs. Donc, on a besoin de ces signes de qualité, mais on verra effectivement quelles sont les pistes pour que ça ne devienne pas un piège. Alors, une des réponses qui a été amenée pour construire des systèmes alimentaires plus durables, ce sont les circuits courts. Alors, les circuits courts, eh bien, il n'y a qu'en France qu'on a une définition réglementaire des circuits courts. Cette définition, elle indique que le circuit court, c'est un mode de commercialisation de produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Donc, en soi, le circuit court ne garantit pas, il ne porte pas de valeur particulière de qualité ou de proximité. Il n'indique qu'un nombre très limité d'intermédiaires, voire pas d'intermédiaires. Ce qui va apporter des valeurs, ça va être, par exemple, dans une AMAP, une charte que l'AMAP va rédiger entre le contrat qui est indiqué entre le producteur et le consommateur. Ce n'est pas le circuit court en lui-même qui va apporter les valeurs. Pourtant, le circuit court apporte des éléments favorables comme la mutualisation des producteurs qui permet de réduire les coûts. Ça permet également de vendre en direct et de maîtriser mieux son prix de vente, tout en étant bien dans le prix du marché. Ce qu'on observe, il faut être attentif au fait que les producteurs ne comptent pas leur temps. C'est vraiment, la vente en circuit court est très chronophage. Ça donne, on nous a indiqué le double de temps par rapport à un circuit plus long. Et le bénéfice, c'est que les producteurs créent vraiment un lien social, une économie locale et la satisfaction de leurs clients. On a vu dans les webinaires le système participatif de garantie, qui est un système qui permet de faire remonter un peu tous les questionnements ou les besoins des consommateurs, et ça permet d'améliorer et de donner des indications aux producteurs pour améliorer le système. Dernier point sur le diagnostic, les politiques publiques. Alors, on a vu que dans différents pays, les politiques publiques ont développé différents programmes, différentes démarches visant vraiment à améliorer l'accès aux produits de proximité pour la restauration collective. C'est vraiment une question très prégnante et vraiment très, les politiques se sont impliquées. On a vu le cas du Green Deal en Wallonie qui a lancé une démarche sur 6 axes impliquant les produits locaux, la qualité du produit, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'accessibilité au plus grand nombre, enfin vraiment des valeurs qu'on partage et qu'on recroise toujours quand on parle de système alimentaire durable. On a vu leur implication pour mettre en place sur les territoires un maillage avec des halls relais agricoles spécifiques sur la transformation de la viande, sur les transformations en légumerie. Donc, c'est vraiment une volonté politique de mailler le territoire avec des ateliers de transformation collectifs. En Allemagne, on a vu que les politiques publiques développaient des labels de qualité en Sarre, par exemple. Les subventions permettent de valoriser et d'aider à la modernisation des outils de transformation pour augmenter leur capacité de production et de transformation. Également, ils appuient sur la commercialisation et sur le marketing pour augmenter les parts de marché des producteurs locaux. L'idée, c'est qu'ils aient plus de valeur ajoutée, qu'il y ait plus de valeur ajoutée au niveau de la production. Donc, on voit que ces outils-là, enfin, ces politiques sont vraiment indispensables et très développées au niveau des
des restaurants collectifs. Alors, j'en ai fini sur la première partie constat. Je vous propose à présent de vous présenter les différents ingrédients qui nous ont été présentés et qui vont nous permettre, qu'on souhaite retenir parce qu'ils vont nous permettre de proposer, de construire ensemble un système alimentaire durable pour la grande région. Voilà, donc l'idée, c'est de créer, l'objectif du projet Aroma, c'est de créer un organisme transfrontalier d'approvisionnement alimentaire. Volontairement, organisme est assez vague puisque c'est à construire, savoir quelles sont les fonctionnalités de cet organisme. Ce que l'on sait, c'est que on va avoir une charte Aroma qui reprend ces 4 valeurs. La proximité, la qualité, l'accessibilité au plus grand nombre, ainsi que le partage de la valeur ajoutée. Donc, je vous propose de balayer maintenant, valeur par valeur, les pistes à retenir. Au niveau de la proximité, au début du projet, nous avions fait quelques hypothèses. Tout d'abord, se dire qu'un produit de proximité, on a choisi proximité plutôt que local, Christophe a expliqué pourquoi. On ne parle pas de kilomètres, on va regarder en cercle concentrique si le produit est disponible aujourd'hui et géographiquement parlant au plus proche. Donc, cela va varier selon la saison et selon le produit. On a vérifié, Erika nous a présenté des cartes SIG en début de webinaire, que les produits régionaux étaient disponibles en quantité suffisante pour approvisionner l'ensemble de la restauration collective de grande région. Hormis quelques produits, on l'a vu, la volaille ou la tomate, évidemment, ces produits-là, soit il peut y avoir des incitations, puisque si la demande s'organise, peut-être que l'offre va s'organiser, mais également, c'est important que la demande s'adapte, par exemple en adaptant les menus vers des produits qui sont plus disponibles en grande région. Et on fait l'hypothèse que si la demande se structure, l'offre se structurera derrière. Voilà. Donc, les pistes, on a vu que le gré à gré, donc on parle de l'hyperlocal, l'acheteur public qui va aller voir son producteur du village pour s'approvisionner, fonctionne très bien. Ça permet vraiment également aux convives de bien comprendre d'où vient le produit, c'est éducatif. Par contre, ça ne permet pas de structurer ni l'offre ni la demande. On a besoin de changer d'échelle pour atteindre les objectifs de produits de proximité de qualité en quantité en restauration collective. Et pour ça, on a besoin de maîtriser les marchés publics pour changer d'échelle. Alors, un petit focus sur les marchés publics, mais Christophe en a déjà parlé quand il a présenté le wiki. Alors, un acheteur va se trouver devoir rédiger des marchés publics pour acheter en quantité ces denrées. Alors, je parle de denrées pour un marché de fourniture, mais ça pourrait être aussi un contrat de service ou une concession de service, puisque les cuisines sont différentes. Elles vont soit concéder à un prestataire la réalisation des repas, ou alors le faire en direct, soit avec des denrées qui sont déjà transformées, ou alors avec des denrées brutes, puisque la cuisine va pouvoir être équipée. Donc, il y a différentes formes d'achat. Et donc, des guides ont été développés pour aider les acheteurs à rédiger les marchés publics pour une alimentation plus durable. Le premier point essentiel, c'est de bien connaître son besoin. Qu'est-ce que je dois acheter comme produit pour réaliser mes menus? Là, on pourra effectivement s'interroger ou s'aider avec des systèmes d'accompagnement pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple. Ça permet d'avoir une réflexion sur ses propres achats. Voir effectivement, est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à diversifier ou à acheter d'autres produits qu'habituellement, parce que les menus peuvent évoluer. On voit dans
la réglementation française, l'introduction de menus végétariens, de légumineuses. Donc, voilà, c'est important aussi de bien connaître son besoin. Deuxième point, il est essentiel, c'est connaître l'offre du territoire. Si on veut acheter des produits de proximité, il est impératif d'avoir une très bonne connaissance ou de se donner les moyens de se renseigner, donc le projet Aroma est là pour ça, hein, mais donc d'accéder à une information sur l'offre disponible sur le territoire. Quels sont les produits disponibles, à quelle saison et vers quel type de producteur producteur ou groupement de producteurs je pourrais m'approvisionner. À partir de là, on va pouvoir allotir. Donc ça veut dire saucissonner, on va dire, la demande. Donc, on va rédiger notre cahier des charges et on va faire un allotissement. Et il est important que l'allotissement puisse permettre aux producteurs de répondre. Donc, il y a la taille de l'allotissement, mais il y a aussi les produits ou les gammes de produits à rédiger. Donc, ça, c'est important et c'est essentiel pour permettre aux producteurs de proximité de répondre. Il y a évidemment la question des volumes. Et puis, si on veut favoriser des produits de proximité, on peut peut-être ajouter aussi certaines choses dans la rédaction du marché, comme l'introduction d'animation à la cantine par le producteur, de visites pédagogiques sur l'exploitation, ou encore un temps maximum pour le maintien au chaud lorsqu'il s'agit de livraison en liaison chaude. Je voulais aussi ajouter qu'il est important aussi de pouvoir pondérer. On peut avoir des critères de jugement des offres, ne pas mettre tout sur le prix, mais sur la qualité, sur la proximité, évidemment. En introduction, je n'ai pas parlé des principes fondamentaux des marchés publics, mais évidemment, il y a la mise en concurrence qui est un des principes fondamentaux. Et donc, on ne peut pas mettre la proximité comme critère de jugement des offres, ni comme condition. Voilà, donc les astuces, visite pédagogique, c'est une façon de peut-être privilégier des produits de proximité. Et pour ces marchés publics, il y a des accompagnements possibles sur l'analyse des besoins, le sourcing des produits, la mobilisation des acteurs, des aides à la rédaction de cahiers des charges. Et quelque chose de très important, ce n'est pas parce qu'on a rédigé son marché correctement, qu'on a attribué le marché, que tout va se passer de la meilleure façon du monde. Et encore, l'idée, c'est d'améliorer. Donc, il y a une évaluation et un suivi du marché qui sont vraiment très importants. On nous a parlé aussi des freins à l'approvisionnement de proximité par une enquête qui a été faite auprès de 124 établissements. Les acheteurs nous disent que le frein principal, c'est le coût. 34% disent que le coût des denrées de proximité leur paraît trop important. Donc, on l'a vu, Ariane nous a présenté que le coût des denrées, finalement, est une petite partie du coût de réalisation d'un repas. Donc, il faut aussi bien relativiser les choses, que le fait d'acheter des produits bruts peut être aussi plus intéressant si on s'équipe. Voilà, les freins qu'ils nous ont encore dit, l'absence de connaissance de l'offre. Donc, faire connaître l'offre, c'est important pour le producteur. Et puis également, un frein concernant la livraison, la peur de ne pas être livré au bon moment ou d'avoir le bon produit. Je vais peut-être un petit peu accélérer, je vois le temps passer. Au niveau de la qualité, donc effectivement, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de signes de qualité, mais qu'il était important d'avoir une approche multicritère. Hein, pas uniquement les émissions de CO2, mais bien des critères sont importants pour dire si un produit est de qualité ou pas. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas fermer. Si on impose par exemple du produit bio, ben on va se retrouver avec un panier peu diversifié pour le moment, même si les productions sont en plein essor. Donc il faut proposer, permettre, on va dire, une démarche de progrès, une structuration progressive de l'offre, également de la demande. Ça permettra aux producteurs, aux agriculteurs de se professionnaliser, parce qu'un producteur qui vend aujourd'hui à un particulier ne suit pas les mêmes règles pour vendre à la restauration au domicile, donc il va avoir du travail, mais pour cela il va suivre, il va aller sur le wiki pour se renseigner, mais il lui faut du temps. Permettent également aux acheteurs d'adapter les menus en fonction de l'offre disponible et également de former les cuisiniers.
L'approche multicritère, donc les labels ont été développés, hein, il y a des labels nationaux, régionaux, il y a des labels bio, des signes de qualité qui ont été développés par les distributeurs. Donc, ils sont très, très variés, avec des attributs très, très variés, mais ils sont importants hein, pour créer un lien de confiance durable entre le consommateur et le producteur. Et ce qu'on retient, c'est le signe de qualité qui a été proposé par le Luxembourg, parce qu'il nous paraît le plus complet et celui qui aborde le plus de critères, à savoir donc la qualité, la saveur, le régional, l'équitable, l'environnement et le bien-être animal. Troisième valeur aroma, le partage de la valeur ajoutée. Alors là, les objectifs qu'on se donne dans Aroma, c'est que le partage de la valeur ajoutée doit se faire tout au long de la chaîne de valeur et en toute transparence. Et ce qu'on a observé, c'est que contrairement à ce qui se passait précédemment dans les relations commerciales, aujourd'hui, on arrive à une relation commerciale circulaire et non plus linéaire. Ça veut dire que le producteur va pouvoir discuter avec le transformateur, avec le grossiste ou avec le distributeur. Le transformateur, voilà. Donc, il y a vraiment une discussion qui va permettre au producteur de fixer son prix et de garantir donc un niveau de revenu cohérent, on va dire, avec l'ensemble de la filière. Ce qui est important aussi de dire, c'est que pour le producteur, il est important de distribuer dans plusieurs circuits pour plus de résilience. Globalement, ce qui est important aussi de dire, c'est que la logistique, c'est un maillon essentiel pour réussir une structuration de l'offre et garantir un approvisionnement de proximité, et que c'est bien une compétence bien particulière, un métier bien particulier. C'est pourquoi la piste à retenir serait la délégation de la logistique. Et au niveau des opérateurs, il est possible de travailler avec toute taille d'opérateur, parce que l'idée, c'est vraiment que cet opérateur ou ces opérateurs qu'on envisage dans le projet eh bien, partagent les valeurs Aroma, qu'on a cité, les 4 valeurs, et également qu'ils permettent le partage de la valeur ajoutée. Si ces deux conditions sont réunies, alors le système va pouvoir fonctionner, être durable. La question, c'est, pour ce faire, il faut également qu'il y ait un maillage du territoire avec des ateliers de transformation. Et là, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, quel est le bon périmètre pour ces ateliers de transformation, quelle est la bonne taille pour l'outil, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des légumeries dans chaque micro-région. Il faut que l'outil soit viable et économiquement et permettre un accès à tous les producteurs. Dernière valeur, l'accessibilité au plus grand nombre. Eh bien là, c'est vraiment une valeur partagée par Aroma, mais dont Aroma n'a pas la main mise, c'est-à-dire que ça relève vraiment des choix politiques. Donc on l'a vu, il y a des politiques tarifaires possibles, des politiques de dotation, des subventions ou des fonds d'aide spécialisés qui permettent une accessibilité au plus grand nombre. On a vu également que sur certains pays, il n'y a pas ces outils-là. Donc, c'est vraiment le rôle de la commande publique, enfin le rôle des politiques publiques qui vont permettre de lever ces freins et de rendre accessible au plus grand nombre ces produits. Voilà. Donc, pour avoir une alimentation digne et durable, un accès digne et durable pour tous, à une alimentation de qualité. Pour finir, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut que tous les opérateurs puissent partager les 4 valeurs, proximité, qualité, accessibilité au plus grand nombre et partage de la valeur ajoutée, pour permettre un système alimentaire durable, que toute taille d'acteurs sont bienvenus dans le système et que pour ce qui concerne la restauration collective, il y a un rôle majeur des politiques publiques. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je vous reste à vos dispositions s'il y a des questions. Merci Sophie. Je crois que
celui ou celle qui, après nous avoir écoutés, ne se rappelle plus ou ne se rappelle pas des 4 valeurs d'Aroma, c'est qu'il n'aura pas bien écouté. Hein, mais je pense que c'est important de le répéter, de le redire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces 4 valeurs n'existaient pas ou peu ces derniers temps. Elles montent en évidence. Alors, il y a Ariane, hein, qui précise juste un petit détail, c'est qu'en fait, la proposition qui est faite sur le sigle, le choix des différents, de l'analyse multicritère en termes de qualité, hein, c'est plutôt une proposition de Rachel Réquinger au sein d'Aroma plutôt qu'une position officielle du Luxembourg. Hein, voilà, c'est juste un petit détail, mais qui ne remet pas du tout en cause tout l'intérêt qu'on a de travailler sur l'analyse multicritère et sur les critères qui ont été retenus, hein, de qualité, de proximité, et d'environnement et de bien-être animal. Voilà. Je vous propose, parce qu'il n'y a pas de questions, parce qu'en fait, je pense que la présentation de Sophie, pour ceux qui avaient déjà vu les webinaires, était vraiment une synthèse très éclairante. Parce que maintenant, la vraie question qu'on se pose tous, c'est comment? Hein, comment tout ça, on va le mettre en œuvre? Et Jacques, qui est arrivé dans le programme Aroma, pas depuis le début, mais justement nous apporte sa fraîcheur par rapport à cette question. Et je vais donc laisser la parole à Jacques Mansuy, qui va, ça va être la première fois, hein, qu'on va à Première Aroma, fois, oui. oui, oui, pour Jacques, mais aussi pour nous, vous proposer une réflexion sur ce fameux organisme transfrontalier. Je vais laisser la parole à Jacques et on reviendra tout à l'heure sur des éléments de précision, si besoin est, sur ce fameux organisme transfrontalier. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je te laisse la parole, Jacques. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, je dépends du CEL, donc c'est le Centre d'apprentissage pour l'écologie au Luxembourg. Et donc, je suis chargé de projet, donc comme on vous l'a expliqué, donc pour rendre viable tout le travail qui a été effectué jusqu'à présent. Donc, mon rôle est de compiler toutes les études, les recherches donc diverses qui ont été faites et de pouvoir rendre tout ça le plus intelligible. Alors, ce que je vous propose, je vous ai prévu un petit PowerPoint qui va être assez rapide pour, si jamais vous avez des questions, de ne pas hésiter parce que, en fait, le but est vraiment de rendre simple quelque chose qui pourrait paraître compliqué. Alors, je vais commencer. Alors, voilà. Donc, pour nous, donc, Aroma, c'est qualité et proximité accessible au plus grand nombre. Donc, votre organisme transfrontalier d'approvisionnement, donc l'OTA, on l'a surnommé donc de cette façon, proposera un outil émulateur de partage de la valeur qui pourra donc s'adapter à toutes les contraintes systémiques et transfrontalières. Je continue sur le deuxième slide et ensuite on verra si vous avez donc d'autres interrogations. Alors, excusez-moi, mon écran est un peu saturé, donc pour relire derrière, c'est pas évident. Alors, je n'arrive pas à avoir accès et j'ai un problème au niveau de mon écran. C'est bon, ça s'affiche. Ouais, c'est bon, vous voyez tout. Hein. Oui, oui, on voit chaque membre aura l'opportunité. Oui. On a la deuxième. Et moi, j'arrive pas à les voir. Ah, on est sur la deuxième slide, Jacques. On est sur la deuxième. Ouais. Alors, ouais, non, j'arrive vraiment pas à le voir. Alors, je suis bien embêté. Je suis bloqué sur une. Alors, je sais pas comment ça se fait. J'ai la conversation qui est directement sur ma présentation et j'arrive pas à l'éliminer. J'ai même pas accès. Attendez, on est sur la troisième là. Ouais, je vais revenir en arrière parce que ça va être plus simple. Je vais vous le laisser donc de cette façon parce que je suis bloqué en fait sur. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde peut le lire de cette façon? Ça ira, je suis désolé. Hein. Laisse-le comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc, chaque membre aura l'opportunité d'être un acteur bénéfique ou collectif, donc qui sera créé, tout en pouvant s'adosser à la force d'un pôle d'experts de la grande région. Chaque membre pourra s'épanouir en conservant sa légèreté structurelle et organisationnelle. Donc, pour nous, véritablement, le but, c'est d'avoir la structure la plus légère possible. Donc, de ne pas rajouter, donc, comme m'a été cité donc, précédemment, d'intermédiaires.
Si on commence à alourdir cette structure, automatiquement, elle ne fonctionnera pas ou elle aura énormément de difficultés à fonctionner. Donc, ensuite, le but, comme je vous l'ai expliqué, donc, que ce soit simple, attractif et transparent. Ça a déjà été cité d'ailleurs. Votre organisme ne coûtera qu'à partir du moment où il apportera une plus-value, puisque véritablement, pour que le public qui va s'adresser à Aroma soit, on va dire, le plus en confiance possible, nous ferons en sorte que le produit soit transparent. Et donc, pour terminer, le but, c'est par rapport à la gestion des flux, quel qu'il soit, que grâce à notre organisme, on pourra justifier et quantifier pour tous les membres, incluant donc les acteurs politiques de la grande région. Sophie citait juste avant, en fin donc, de sa présentation, que les pouvoirs publics puissent justement intervenir. Aroma va être véritablement cet émulateur. On va véritablement, nous, travailler pour faire en sorte que tout le monde puisse interagir. Alors, est-ce que quelqu'un donc a des questions? Alors forcément, Jacques, quand on plein de jolis mots, émulateur, valeur ajoutée. Donc moi j'ai une première question toute simple. On parle d'organismes. Aujourd'hui sur le marché, il y a des plateformes. Aujourd'hui sur le marché, il y a des grossistes. Aujourd'hui sur le marché, enfin il y a plein d'acteurs. Et comment tu positionnes toi cet émulateur dans ce monde un petit peu complexe, mouvant, avec de multiples acteurs qui se sont emparés de cette problématique? Quelle est la valeur ajoutée et comment tu définirais cet émulateur? Nous, on a vraiment pour vocation d'être un centre de ressources. C'est notre priorité. Donc un centre de ressources, donc on n'est pas là pour créer une plateforme de plus qui existerait déjà. Non, d'autant plus que les spécificités donc, sont transfrontalières. Donc, au niveau du centre de ressources, il y aura véritablement une formation et un accompagnement lié toujours aux spécificités transfrontalières. On va regarder donc, je croyais que tu avais cité une proximité à géométrie variable. Nous, on va pouvoir créer un maillage géographique opportuniste. On va prendre un secteur que l'on va optimiser. On va regarder un petit peu tout ce qui fonctionne, puisque le but, c'est un peu ça, et véritablement de travailler, comme par exemple ont été cités des légumeries ou pourquoi pas des locaux donc destinés à la pertisation de produits. Je crois que M. Fabreau avait commencé à nous expliquer, poser une question. Bon, on n'entendait pas trop bien au niveau donc du son de son micro, mais je crois qu'il parlait donc de produits transformés ou pas. Et nous, en fait, on compilera donc toutes les informations et les requêtes pour pouvoir justement faire en sorte, alors pas immédiatement, hein, ça peut se créer sous différentes étapes, mais on va faire en sorte de justement consolider tout cela et véritablement devenir un centre de ressources. Donc, on peut même imaginer, il y a un mot qui a beaucoup été utilisé à la fois par Sophie, par Ariane, c'est le mot du sourcing. Donc, on peut imaginer que ce centre de ressources soit aussi un outil d'aide au sourcing. Comment les choses peuvent être imaginées? Oui, tout à fait. En fait, on va segmenter les ressources parce que nous, le but est véritablement là, c'est de pouvoir justement les segmenter et après, donc, on va faire en sorte de les utiliser. Donc, on en a défini plusieurs. Alors, aujourd'hui, donc, comme dit, je viens d'arriver, donc on est dans l'étude puisque là, c'est tout le collectif Aroma qui se met en route pour pouvoir justement étudier ce que je viens de présenter. Et en fonction de ça, donc, on va définir ensemble et collectivement justement tout ce sourcing. Donc, ça peut être lié autant à l'hygiène, à la nutrition, voilà, tous les domaines doivent être abordés. Et à nous, en fait, par rapport donc à la charte, à nous donc de combiner, de compiler, même d'hybrider ça, parce que quelquefois, il faudra faire des concessions, puisqu'on le voit, hein, chaque marché est complexe. Hein, donc, il faudra justement, pour nous adapter.
Donc, quelque chose d'important qui vient d'être signalé, c'est-à-dire qu'on sera dans une démarche de progrès. C'est-à-dire que les 4 valeurs qui sont proposées, dans le cadre d'Aroma sont des valeurs de base, mais qui, comme ça vient d'être dit, on parle de concession, même si c'est un mot toujours un peu difficile. C'est juste une question de réalisme, mais on est bien dans une démarche de progrès sur ces 4 valeurs. Exactement, tout à fait. Le progrès est primordial puisque il faut même d'ailleurs que l'on ait dans notre charte une vision, on va dire, du futur de notre alimentation, puisque quelque part, aujourd'hui, on construit demain. Et Aroma sera un peu le fer de lance au niveau transfrontalier de cette démarche. Donc, que je sois, acheteur pour un hôpital, que je sois, producteur, je dois pouvoir trouver, en tout cas pas tout de suite, mais quand le projet sera finalisé, une réponse à la faisabilité ou non d'ailleurs, hein. Faut pas, on n'est pas là pour faire en sorte que tout fonctionne, mais en tout cas une réponse aux questions que je pourrais me poser sur ces approches. Ouais, c'est ça, en fait. Aroma se veut universel. Comme tu l'as dit, hein, le principe pour nous, c'est d'être effectivement très large dans un premier temps et de tendre vers une évolution qui sera collective. Ouais. Bah, écoute, merci Jacques, il est 15h55. Merci à vous. Moi, ce que j'entends dans ce qui vient d'être dit aujourd'hui, c'est, ça y est, on arrive maintenant dans le dur, il faut y aller et on a un certain nombre d'acteurs qui sont ici, que je connais en partie, Catherine Quintalet sur le Grand Est, Monsieur Favreau, Valérie Wagneur et cetera. L'objectif maintenant, c'est, de réfléchir ensemble sur, la faisabilité, mais en ayant toujours en tête que Aroma est transfrontalier et qui a une valeur ajoutée au transfrontalier, même si la complexité est supérieure. Mais je répète que, comme l'a dit Erika Tetamanti dans le diagnostic initial, il y a des produits qui sont de l'autre côté de la frontière, ils ne sont pas loin. C'est peut-être un intérêt. Alors, bien évidemment, tout ça n'est pas simple parce qu'on voit bien que le chauvinisme, et pas pour dire le nationalisme aujourd'hui, n'a pas diminué dans les achats et dans les politiques publiques. Voilà. Il est 15h55. Je vous propose que nous nous en arrêtions là, sauf s'il y a des questions. On n'est pas suffisamment nombreux pour ne pas passer directement par l'oral. Hein, si quelqu'un veut prendre la parole, ça pose aucun problème. Hein. Nous étions 23, nous sommes toujours 23, sauf si vous êtes endormis. Et donc, nous, ce qu'on attend de vous, hein, c'est du qualitatif et des partenaires avec lesquels on est prêt à mettre en œuvre concrètement une solution. Alors, on n'est pas là pour répondre spécifiquement à chacun d'entre vous, mais si on a des partenaires qui ont envie de s'engager, je pense que ça peut être important qu'on arrive à aller avec eux. Donc, n'hésitez pas, hein, on peut encore se donner 30 secondes. Si vous avez des questions, des remarques, levez la main en disant moi, je suis preneur pour commencer la réflexion. N'oubliez pas de compléter le wiki, hein, pour nous apporter aussi vos éléments. Corinne, je vais te laisser finir parce que là, pour le coup, sauf erreur, il n'y aura pas de 6e webinaire. En tout cas, non, hélas, non, il y aura un séminaire. Il y aura un séminaire qu'on peut annoncer. Voilà. Voilà, il y aura un séminaire de travail justement pour concrétiser ce que Jacques a annoncé pour la mise en place de l'organisme transfrontalier. Merci Franck Magot là, qui a ajouté dans le chat que vous renseignerez le wiki. Super. Voilà. Merci à vous pour ces propositions d'échange, Franck Magot, et puis pour ceux qui ne sont pas encore exprimés sur le chat. Je vous dis à très bientôt, peut-être en présentiel lors d'un prochain séminaire de travail. Et merci à vous pour votre intérêt et je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.